Salut la Team Foxy, c'est Rach, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu enrhumé, c'est pour ça que j'ai sorti le pull et que je parle un petit peu du nez, mais j'espère que ça va pas trop s'entendre. Aujourd'hui le thème ça va être les perturbateurs endocriniens. Si je vous dis bisphénol A, phtalate, parabènes, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, tout comme des cas de puberté précoce chez les jeunes enfants de 8-9 ans. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller chercher un petit café, un petit thé, de vous installer confortablement et on y va. Allez, je vous attends. Au début du mois d'octobre, l'INSERM a sorti une publication dans laquelle elle montrait un lien entre l'exposition prénatale aux perturbateurs endocriniens et des troubles du comportement chez les jeunes enfants. En fait, l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Mais avant de nous pencher sur les résultats de cette étude, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le système endocrinien, de quoi il est composé et comment il fonctionne. Nous verrons ensuite les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est, comment ils agissent et perturbent notre système, et après nous viendrons voir les résultats de cette étude. Le système endocrinien coordonne et régule différents aspects de notre organisme. La reproduction et le développement de l'embryon, la croissance, la production, l'utilisation et le stockage de l'énergie, l'équilibre et le maintien de l'eau et de ses électrolytes, et la réaction aux stimuli, le stress, la peur. Le système endocrinien est composé d'organes ou de glandes qu'on appelle des glandes endocrines et qui sécrètent des hormones. Parmi les structures qu'on connaît, on a l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont à la base du cerveau. L'hypothalamus fait partie du système nerveux central. Son rôle principal est la liaison entre le système nerveux central justement et le système endocrinien. Pour faire simple et rapide, le système nerveux central est le système qui reçoit les différentes informations sensorielles et qui régule certaines fonctions comme le rythme cardiaque et la respiration. L'hypophyse, elle, régule et influe sur les autres glandes endocrines du système par le biais d'hormones. Parmi les autres glandes, vous avez la thyroïde que tout le monde connaît, située à la base du cou, qui régule la température, le rythme cardiaque et d'autres fonctions du corps. On a la parathyroïde qui, elle, influe sur le métabolisme du calcium et de la vitamine D. Nous avons par exemple aussi le pancréas, les corticosurrénales et forcément les gonades, les testicules et les ovaires. Les hormones ont un rôle de messager, un rôle de communication et que grâce à elles, un organe peut contrôler un autre à distance. Prenons le cas de la thyroïde. La thyroïde produit des hormones T3 et T4 entre autres. Et elle intervient aussi dans la régulation de la température corporelle et du rythme cardiaque par exemple. Admettons que l'organisme ait besoin d'hormones T3. L'hypophyse pour cela va libérer dans le sang des hormones qu'on appelle TSH qui sont spécifiques à la thyroïde. Et ces hormones TSH vont venir se fixer sur des récepteurs de la thyroïde qui, elles, lorsque ces récepteurs sont saturés, va produire de l'hormone T3. Ce qu'il faut noter, c'est que les hormones agissent à très faible dose. Autre exemple d'hormone bien connue, la testostérone qui est produite par les testicules et qui est l'hormone sexuelle mâle, et aussi l'oestrogène et la progestérone produites par les ovaires. Notamment, la progestérone intervient dans le cadre de la grossesse. Elle permet d'épaissir l'endomètre et de densifier sa vascularisation dans le but d'accueillir un éventuel embryon en début de cycle. Les effets des perturbateurs endocriniens sont observés et dénoncés depuis à peu près les années 70. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne la définition suivante. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. Un exemple, c'est l'utilisation du Distilbène entre les années 40 et la fin des années 70. Le Distilbène, c'est une hormone de synthèse dérivée de l'oestrogène et a été prescrite aux femmes enceintes afin d'éviter les fausses couches et les accouchements prématurés. Sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le Distilbène provoquait des malformations génitales, surtout chez les petites filles, et dès la puberté, des risques accrus de cancer du col de l'utérus, cancer du vagin et des cancers mammaires. Chez les petits garçons aussi, il y a eu des malformations, mais moins visibles. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais si vous êtes intéressé, je mettrai plus d'informations dans la description de la vidéo, ou bien je vous laisse chercher tout seul sur Google. Les perturbateurs endocriniens sont assez fourbes. Ils ont différents moyens de perturber l'organisme. Ils peuvent modifier la production naturelle des hormones, par exemple l'oestrogène et la testostérone. Ils peuvent mimer l'action des hormones naturelles, ou bien carrément empêcher le fonctionnement de nos hormones naturelles en se fixant sur des récepteurs qui ne sont pas spécialement dédiés à eux. Où les trouve-t-on ? À peu près partout, majoritairement dans l'alimentation, dans l'eau, mais aussi dans pas mal de produits industriels. Je vais ici vous en citer quelques-uns. Le but du jeu n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience qu'on les retrouve partout et tous les jours. On les retrouve dans les produits cosmétiques, dans les crèmes, dans les produits coiffants, dans certains plastiques, dans certaines peintures, dans certains solvants, dans les parfums, dans les désodorisants, dans les déodorants, dans les shampoings. Bref, on les trouve partout. Et comme les hormones, les perturbateurs endocriniens agissent à très faible dose. Ils ont plusieurs voies d'accès. La première, ce sont les voies digestives. Du coup, par l'alimentation, par l'eau. Chez les enfants et les très jeunes enfants, par la mise à la bouche de différents jouets, de différents plastiques et de certaines tétines et biberons à l'époque. Un exemple de perturbateur endocrinien qui agit
par les voies digestives, c'est le bisphénol A. Alors le bisphénol A, c'est une molécule qui permet d'assouplir certains plastiques et rentrer dans la composition de certaines bouteilles d'eau, du revêtement interne des canettes et des boîtes de conserve, du film alimentaire. Dès 2010, il a été interdit dans tout ce qui était biberon et tétine, et en 2015, il a été interdit dans tous les contenants alimentaires. Le bisphénol A agit comme un leurre hormonal. Il mime les actions de l'œstrogène. Le bisphénol A aurait des effets néfastes sur le foie, les reins, les glandes mammaires et entraînerait de la puberté précoce. Chez les filles, plus particulièrement, il entraînerait des ovaires polykystiques, des fausses couches, et chez les garçons, une dégradation de la production des spermatozoïdes. L'autre voie d'accès, ce sont les voies respiratoires, par le biais de poussières, de nanoparticules qu'on va inhaler et qui vont passer dans le système sanguin ou dans la lymphe. On retrouve ces produits dans les parfums, les produits parfumés, dans les solvants, dans certaines peintures. Un exemple de perturbateur qui passe par les voies respiratoires, ce sont les phtalates. L'autre voie d'accès, c'est par la peau. Certains perturbateurs endocriniens, tels que les parabènes ou le triclosan, qu'on verra plus tard dans l'étude, passent facilement la barrière que constitue la peau et se retrouvent ainsi dans le sang. Alors là, comme produit, on a certaines lingettes, on a certaines crèmes, des mousses à raser, certains parfums, certains déodorants. Et l'autre voie d'accès pour le perturbateur endocrinien, le placenta et le cordon ombilical pour l'embryon. On vient juste de voir les perturbateurs endocriniens. Maintenant, on arrive à la partie résultat de l'étude. Alors, l'étude a porté sur la cohorte Eden, ce qui représente 529 petits garçons. Alors, une cohorte, c'est un ensemble d'individus ayant vécu la même chose au même moment. Ici, c'est la grossesse. Les femmes enceintes qui font partie de cette cohorte ont été recrutées entre 2003 et 2006 au sein du CHU de Nancy et de Poitiers. Et cette étude s'est focalisée sur 3 perturbateurs endocriniens en particulier, le bisphénol A, le triclosan, on les a vus précédemment, et le di-N-butylphthalate, on va plutôt l'appeler DBP. Durant la grossesse, les scientifiques ont procédé à des prélèvements urinaires afin d'évaluer le taux d'exposition des femmes enceintes aux différents perturbateurs endocriniens. Il s'est avéré qu'entre 70 et 100% des femmes enceintes étaient exposées à des perturbateurs endocriniens à des niveaux détectables. Pour le bisphénol A, les niveaux urinaires étaient de l'ordre de 1 à 3 microgrammes par litre. Pour le triclosan, de 10 à 100 microgrammes par litre. Et pour le DPP, de 50 à 200 microgrammes par litre. Ah oui, petit rappel mathématique. 1 microgramme, c'est 0,001 mg, ou bien 1 10 puissance moins 6 grammes. Les scientifiques ont mis en place un questionnaire standardisé qui permet d'évaluer certains aspects du comportement de l'enfant. Au 3e et au 5e anniversaire, les mamans étaient amenées à remplir ce questionnaire. Ce questionnaire permettait d'évaluer certains aspects du comportement de l'enfant tels que l'hyperactivité, le trouble relationnel et le trouble émotionnel. Alors cette étude montre clairement qu'une exposition à ces perturbateurs endocriniens durant la grossesse a un effet sur les comportements des petits garçons à 3 et à 5 ans. L'exposition au bisphénol A entraîne les troubles relationnels à 3 ans et les troubles du comportement type hyperactif à 5 ans. Les effets du bisphénol A déjà observés chez l'animal se retrouvent chez l'être humain à des doses encore plus faibles, voire à des doses encore bien inférieures aux recommandations de l'Union européenne. Le DBP, lui, est plutôt associé à des troubles du comportement type relationnel et émotionnel à 3 ans, mais pas à 5 ans. Et cela confirme aussi des résultats déjà observés auparavant. Cette étude, qui est la première qui traite du triclosan, montre qu'il y a une augmentation des troubles émotionnels à l'âge de 3 ans et 5 ans. Au sein de cette cohorte, une diminution du périmètre crânien des nouveau-nés a été observée et il est prouvé que le triclosan agit sur le développement du cerveau pendant la grossesse. Maintenant, les équipes de chercheurs vont tenter de répliquer ces résultats sur une cohorte plus grande et cette fois-ci à l'échelle européenne. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce et abonne-toi. J'ai essayé d'être le plus simple et le plus court possible. C'est un sujet tellement vaste que j'ai essayé et que j'ai simplifié pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Pareil, si vous avez aimé, dites-le nous dans l'espace commentaire. Sinon, on se retrouve sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur le Twitter, donc vous connaissez. On se dit à la prochaine. Look